minutes de politesse, on va dire ça comme ça. J'imagine que les gens vont continuer à arriver. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire autour du peer planning. On a trois beaux invités aujourd'hui qui vont nous parler de leur expérience autour de ça et en fait de parler comment on peut être doublement efficace et impactant avec l'approche peer planning. Avant de démarrer ce petit webinaire, juste par curiosité, en tout cas ceux qui sont invités à ce webinaire, de me dire dans le chat si ils savent ce que c'est le pair PMI. Est-ce qu'ils ont déjà entendu parler de ça? Oui, non, euh, jamais, peut-être. Je- Non, d'accord. Première fois, ok. Ok, ok. Bon, en tout cas, effectivement, c'est cool que ce soit un sujet qui, pareil, ok. Bah, en tout cas, c'est cool que ce soit un sujet qui attise la curiosité parce que moi aussi, au départ, j'étais pas forcément au courant de cette approche et cette notion. Et l'idée, c'était un peu de creuser ça. Alors, comment ça va se passer? On a 1 heure ensemble avec Charlotte, Édouard et Maxime. On a à peu près 45 minutes de présentation, puis on laissera 10 à 15 minutes de questions-réponses en fin du webinaire, si ça vous va. Et avant de démarrer, je laisse trois invités se présenter. Voilà, de me dire voilà, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans vos entreprises. Je Charlotte? peux commencer? Oui. Ah, Charlotte, Ah, je t'en prie. ok. Ok, je commence. Donc, Charlotte Ziegler, je suis product manager actuellement chez Aviv. Aviv, c'est le groupe auquel appartient en France les sites Se Loger, Meilleurs Agents, et dans lequel il y a des sites immobiliers similaires en Allemagne et en Belgique. Et donc, je travaille là-bas depuis maintenant 1 an. Et c'est là que j'ai découvert le père PM, justement. Ok, très cool. Edouard, je suis lead product manager chez The Fork. Donc The Fork qui est une marketplace qui met en relation des restaurateurs et des gens qui veulent aller au restaurant et trouver des bons plans. Et mon rôle de lead PM chez The Fork, c'est un rôle d'individual contributor. Et je suis là pour parler de la personne avec qui je travaille au quotidien. On perd. Voilà, Maxime. Yes, donc moi Maxime, je travaille chez Datadome depuis 2020 en tant que lead PM également. Datadome, en juste une phrase, ça permet de protéger vos sites web et vos applications contre tout un tas de menaces, de fraudes. Et je suis plutôt chargé de la partie, on va dire, usage et transparence du produit. Voilà. Et je vais aussi vous parler, en tout cas essayer de vous parler de ce qu'on a mis en place chez nous pour le pair PMing. Ok, très cool. Bah, merci à vous trois de vous être présentés. Euh, alors, effectivement, bah, le pair PMing, juste pour avoir une petite approche et un petit contexte, c'est un petit peu la même manière qu'on a de concevoir donc, le rapprochement de deux PM qui travaillent ensemble. C'est un peu comme on a déjà identifié le pair programming pour les techs, donc les développeurs qui se mettent en duo autour d'un ordinateur pour régler une problématique tech. Bah, c'est un peu la même chose pour le pair PMing, c'est de mettre deux product managers ensemble pour régler une problématique produit. Euh, pour comprendre un petit peu, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que pour vous, Charlotte, Édouard et Maxime, c'est la première fois que vous pratiquez le PMing de votre expérience ou vous avez déjà connu ça? Pour ma part, c'est la première fois et je ne connaissais pas du tout avant. Donc j'ai vraiment découvert ça en même temps que mon arrivée donc chez Aviv il y a 1 an. Mm. Ok. Moi, c'est des choses que j'avais déjà expérimentées dans une précédente expérience, mais c'était des choses qu'on expérimentait sur des scopes assez réduits ou dans des durées qui étaient bien définies dans le temps. Là, c'est la première fois que c'est aussi systématisé, aussi institutionnalisé, en tout cas me concernant.
et que ça s'inscrit dans une durée, c'est un CDI pour le moment. Et non, moi, c'est pareil, c'est la première fois que j'expérimente. C'est assez neuf chez nous. Nous, c'est pas vraiment institutionnalisé ou même vraiment documenté. Je pourrais en parler en détail après. Nous, c'est plutôt l'opportunité qui a fait que, je pense. Donc voilà, ça fait peut-être un an, même si ça fait bientôt 4 ans que je suis chez Atom, ça fait un an qu'on travaille un peu comme ça, ouais. Mm. Ok, très clair. Alors, bah, pour entrer un petit peu dans le cœur du sujet, pourquoi justement vos entreprises respectives ont mis en place cette approche de pair planning? Pouvez-vous un peu nous expliquer comment c'est arrivé, dans quel contexte, voilà, nous introduire un petit peu tout ça. Alors, chez The Fork, ça a été très pragmatique. Chez The Fork, donc, on a un département produit, c'est une boîte qui fait presque 1000 personnes, un gros département produit et une organisation en tribe et en sous-tribe qu'on appelle pilier. Euh, Moi, je lead une de ces sous-tribes qui fait deux équipes produits. Et donc, on avait ce split en deux équipes parce que on allait chacune des équipes allait impacter un sous-objectif dont on pensait qu'elles allaient impacter un objectif plus macro. Et puis, au bout de quelques mois et quelques itérations, on se rend compte qu'on a tout intérêt à converger sur un objectif commun. Et on avait dans notre trio product manager, product engineer et product designer, un seul engineering manager. Et donc, on s'est rendu compte que la surcharge de travail, de synchronisation entre les deux équipes produits, de synchronisation entre les deux product managers, etc., et ne valait pas le coup du split. On ne gagnait pas finalement en agilité avec ce split et on a préféré construire une plus grosse équipe qui est maintenant une grosse équipe de la taille de deux équipes et co-leadée par moi-même et le product manager avec qui je travaille. Et donc, on a maintenant un scope qui est commun et on travaille ensemble dessus. Donc voilà, ça s'est fait de manière très pragmatique. C'est pas du tout quelque chose qui est systématique chez The Fork, c'est quelque chose qui va être vraiment au cas par cas. Et comme je le disais, c'est des choses qui peuvent aussi se limiter dans le temps sur certains sujets ou ne pas se limiter dans le temps tant que la stratégie produit nécessite d'avoir ce setup. Ok, très clair. Pour toi, Charlotte, ça naît comment chez Aviv, du coup, l'approche? Alors, de mon côté, j'étais pas encore là parce que ça fait qu'un an que je suis là et je crois que ça a été mis en place il y a assez longtemps. Ça a été mis en place avant d'ailleurs que fusionnent les entités Se Loger, Meilleurs Agents et que ça soit rassemblé sous Aviv. Donc, il y avait beaucoup moins de personnes, beaucoup moins d'équipes. Et ce que j'ai cru comprendre, en fait, c'est que ça a été mis en place pour... donc, c'est différent, en fait. On n'a pas des équipes qui sont plus grosses. On a une équipe qui a la même taille. On a vraiment 2 PM dans l'équipe. Et en fait, ça a été mis en place pour justement pouvoir mener de front toute la partie discovery et delivery. Parce que parfois, en fait, dès qu'on a le... Soit on va trop, on est trop dans la delivery et on n'arrive pas à passer du temps sur de la discovery. Et du coup, on se retrouve à la fin à ne pas avoir préparé avoir suffisamment eu de temps pour préparer ce que l'on veut mettre en place par la suite. Donc, ça a été mis en place, je crois, pour cette raison. Et également, dans une optique aussi de faire monter en compétence les personnes et quand cela est possible, associer un PM plutôt junior avec une personne plutôt senior pour l'accompagner et le faire monter en compétence. Dans mon cas actuellement, ce n'est pas forcément le cas puisqu'en fait, on est uniquement des seniors de mon côté.
Mais c'était dans cette optique-là. Après, ça a un peu évolué avec le temps parce qu'en fait, avec le rapprochement des différentes entités, le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus d'équipes, toutes les équipes n'ont plus forcément de pairs, mais il y en a encore dans certains cas. Ok, très clair. Euh, un contexte un poil différent d'Edouard, mais c'est intéressant. Ok. Et Maxime, du coup, de ton côté? Euh, oui, nous, ça fait je pense que c'était aussi très pragmatique. On est un peu dans la situation que Edouard a décrit. Donc, en fait, nous, je travaille aussi avec un autre product manager au quotidien parce qu'on encadre à peu près la même tribe où maintenant les devs sont tellement nombreux qu'on aurait pu split en deux teams, mais on l'a pas fait euh, pour plein de raisons diverses. Et, et là, je dirais pas que c'est forcément du pair PMing au quotidien parce qu'on arrive à séparer assez bien les sujets. Mais on faisait quand même, entre guillemets, du pair payment du quotidien, du truc un peu naturel, du style, tiens, est-ce que tu peux review mon PRD? Est-ce qu'on peut s'appeler 30 minutes pour peut-être choisir un peu la bonne solution pour tel problème, etc., etc. Donc ça, c'est des trucs qu'on faisait un peu ad hoc, par-ci, par-là. Et la deuxième expérience qui est un peu plus significative, c'est que là, nous, on s'est intégré dans le lancement en fait d'une nouvelle offre à notre produit, un espèce d'add-on, on va dire où là, en l'espace de peut-être un mois et demi, il fallait en fait à la fois tacler la discovery, définir un MVP et commencer à bosser sur le delivery, etc. Et là, par contre, il y a eu une volonté forte de dire, OK, ben, en fait, on va mettre deux PM. Et pourquoi deux PM? C'est qu'il y en a un qui va vraiment s'occuper de la partie même technical product management ou data product management, donc plutôt aller bosser avec les data analysts, data scientists et l'autre qui allait plutôt s'occuper, entre guillemets, de la partie SaaS. Et du coup, là, ce pair PMing est toujours, donc c'est toujours en cours, et super efficace dans le sens où on peut vraiment avoir chacun notre périmètre, mais avec le même but à la fin. Et ça permet, je pense, un gain de temps pour la boîte, en tout cas, d'aller plus vite, quoi, d'accélérer. Ok, très très clair. La mise en place est très différente, quelque peu différente en fait en fonction de vos organisations respectives. Donc c'est assez intéressant de voir que des fois c'est un peu arrivé par le hasard, des fois c'est un peu arrivé effectivement par une logique du bon sens en se disant qu'on allait résoudre la même chose, donc pourquoi pas mutualiser des compétences. Et c'est arrivé aussi dans un contexte où les équipes sont élargies et on a besoin d'avoir plus de capacité pour absorber la discovery et la delivery. Très clair. Merci pour ces précisions. Et, euh, et comment aujourd'hui ça marche dans votre quotidien, ce pair PMing, avec votre duo comment concrètement vous matérialisez ça au quotidien en termes de réunion, en termes de discovery, de delivery voilà. Maxime, tu veux Ah, peut-être ouais. Ouais, ouais, non, oui, j'étais en train de réfléchir à la réponse. C'est vrai que c'est vrai que ça s'organise. Alors, très concrètement, après, finalement, il y a pas mal de réunions que vous faites en pair, hein. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit côté frustrant ou quand vous n'êtes pas habitué à faire ça, vous pouvez vous dire, ah, mais c'est bizarre, on fait toutes les réunions à deux. Est-ce qu'en fait, c'est pas un manque de temps? Parce qu'en fait, être 2 PM à chaque réunion, bon, est-ce que en vrai, voilà. Euh, donc, il y a tous les rituels effectivement qui sont faits à deux. Après, il y a quand même une différenciation où, en tout cas pour ma part, tout ce qui a trait à des sujets, en tout cas plus liés à sa team historique à lui, il va pouvoir les leader tout seul. Donc pour moi, ça va me dégager du temps où je vais pouvoir aller leader ma team habituelle parce qu'on parle de team tech chez nous à la fois différentes dans ce cas présent. Et du coup, il n'y a pas vraiment de choses mises en place, si ce n'est que on se réunit au moins une fois par semaine de base. Voilà, avec tout le monde autour de la table, c'est vraiment le classique, voilà, et où on est tous les deux présents. Et après, pour chaque réunion un petit peu engageante, ou chaque réunion où on sait que en fait, les décisions qu'on va prendre peuvent être importantes pour la suite, là, en fait, il n'y a même pas de question à se poser, il faut qu'on soit là tous les deux, quoi. Après, quand c'est des réunions juste de suivi, etc., là, il n'y a pas forcément besoin. Donc c'est vraiment au cas par cas, je dirais, pour ma part. Ouais.
Ok, c'est clair. Chez, euh, Chez nous, c'est un peu organisé différemment parce qu'on n'a pas ce split de rôle et d'expertise qui est différent d'un point de vue fonctionnel. On a un split de seniorité par contre. Euh, donc, sur la partie classique, delivery, enfin discovery et delivery de nouvelles solutions, euh, là, on travaille tous les deux, on prend chacun des sujets de bout en bout. On paire avec un product designer et les ingénieurs sur lesquels on travaille, les data scientists et data analysts sur certains des sujets, parce qu'on travaille énormément avec la data sur d'autres sujets. Donc là, on prend vraiment les sujets de bout en bout. Et si je fais le parallèle avec le pair programming, là-dessus, on va avoir un rôle, l'autre va avoir un rôle plus de review, d'accompagnement, de challenge. Et peu importe le niveau de seniorité, hein, je challenge mon père et tout autant qu'il me challenge. Et donc là, c'est très intéressant pour ça parce que ça nous permet d'aller nous challenger nous-mêmes et d'être plus serein quant aux risques qu'on prend sur les différents investissements. Et puis ensuite, il y a tout ce qui n'est pas de la delivery, et de la discovery purement de besoins puis fonctionnalités qui va être un peu travaillé sur la synchronisation avec les stakeholders sur la delivery. Donc, je parlais tout à l'heure de data team. Donc, ça, c'est mon père qui s'en occupe. On a un stream de growth market. On travaille en étroite collaboration avec le product marketing, notamment avec sales operations, sales enablement, les organisations sales également. Et où là, c'est co-leadé par mon père et par la head of product marketing. Et puis moi, avec mon rôle de lead, je vais travailler plus sur la stratégie et l'alignement avec le leadership central de la boîte et le leadership de chacun des pays dans lesquels The Fork est présent. Et donc ça, c'est plus moi qui travaille dessus. Et sachant que sur chacun des sujets, de la même manière que sur les fonctionnalités, on a de la review, on a du challenge, etc. On a aussi cette participation de l'autre. Et donc, c'est pour chacun des sujets, en fonction de qui lead et qui mène qui suit, on va avoir une répartition entre 80-20, 60-40 selon les sujets. Donc, quelqu'un qui fait vraiment le boulot, le gros du boulot, et qui anime et qui lead. Et puis l'autre qui va être plus soit qui va prendre certaines tâches de ces activités, soit qui va être là aussi pour apporter un esprit critique et apporter de la connaissance que l'autre n'a peut-être pas. Donc, voilà comment on s'organise. Et au quotidien, ça veut dire beaucoup, beaucoup de synchronisation. Ouais. Ça veut dire passer beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et la clé, c'est énormément de communication, que ce soit de la communication récurrente avec des one-one qu'on a toutes les semaines, mais aussi jamais hésiter à appeler l'autre, à se mettre ensemble, se prendre un quart d'heure, une demi-heure, dès qu'il y a le moindre grain de sable dans l'engrenage. Je pense que ça, c'est vraiment clé dans notre organisation au quotidien. Bon, la communication, la clé. Charlotte? Alors, de mon côté, c'est pas officiellement organisé dans le sens où en fait chaque team fonctionne un peu comme il l'entend. Donc pour ma part, en tout cas, ce qu'on fait, c'est que avec ma binôme, dans l'entreprise, en fait, on fonctionne par cycle de 4 mois et tous les 4 mois, on voit les sujets sur lesquels on souhaite travailler pour répondre aux OKR d'entreprise. Et du coup, chaque 4 mois, quand on fait ce travail-là, on se répartit les sujets entre nous, les gros topics. Donc, il y en a certains qui vont avoir des dominantes plutôt discovery, plutôt delivery. On le fait suivant les appétences, suivant les envies de chacun. On ne reste pas toujours figé aussi sur le même sujet parce que des fois, quand on a travaillé les 4 mois derniers mois dessus, bah, c'est aussi sympa de changer et d'avoir une nouvelle vision. Et puis, ça permet aussi de se passer toujours la connaissance entre les deux. Donc ça, on le fait tous les 4 mois. Et ensuite, au fur et à mesure du cycle, au cours des 4 mois,
si on voit que la charge de travail entre les différents topics évolue, que il y a plus, il y a peut-être un sujet qui a plus avancé, qui est vraiment plus en cours que l'autre, on rediscute toujours pour se redéfinir les scopes de chacune, pour ne pas laisser l'autre, l'une en surcharge et l'autre en sous-charge. Donc c'est une réorganisation constante. Et donc, on se met lead sur des sujets. Ça n'empêche qu'en fait, on tient régulièrement l'autre au courant de ce qui se passe pour ne pas perdre la connaissance et pour qu'elle soit toujours partagée. Donc, la documentation a une énorme importance là-dedans. La communication aussi. Donc, on communique à chaque fois pour se tenir au courant de ce qu'il en est, sans non plus intégrer l'autre dans tous les meetings, parce qu'en fait, sinon, on perd l'intérêt. Pour les rituels agiles, Scrum, en général, on les fait toutes les deux. Sauf si l'une ne peut vraiment pas, bah, en fait, on a toujours au moins quelqu'un pour y participer. Et pour les meetings dans la semaine, bah, on se les répartit en fonction de nos topics, c'est-à-dire qu'il y en a certains où en fait on ne va pas être invité parce que c'est l'autre qui va être plus en lead. Et il y a des sujets qui sont plus communs. Et donc, soit on y participe les deux, soit quand on a les semaines sont très chargées, qu'il n'y a pas forcément besoin d'être toutes les deux. Bon, en fait, on se répartit les meetings aussi dans la semaine en se disant cette semaine, est-ce que tu peux aller à celui-là et me débriefer juste de ce qui s'est passé s'il y a eu quelque chose d'important. Et sinon, en fait, c'est un peu au jour le jour. On communique énormément. Sur Slack, en fait, on passe beaucoup de temps sur Slack. Je ne sais pas combien de messages on s'envoie au fur et à mesure de la journée. On fait beaucoup de meetings non prévus, c'est-à-dire est-ce que je peux t'appeler 2 secondes pour te parler de ça et en général, bah, en fait, même si on est en lead sur un sujet, c'est souvent qu'on va communiquer ensemble pour demander l'avis de l'autre. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on devrait faire telle ou telle chose? Est-ce qu'on a fait la bonne chose? Ça sert aussi à faire de la review entre nous sur de la doc, de l'aspect, de la discovery, enfin, voilà. Donc, c'est pas très organisé, mais en général, on est chacune lead plutôt sur un sujet et on partage toutes les deux pour bien se tenir au courant et demander l'avis de l'autre pour faire vraiment de la co-construction. Voilà. Ok, très clair. Donc en fait, c'est finalement de l'organisation et de la collaboration et beaucoup de communication pour que le duo fonctionne bien, que ce soit au niveau des répartitions des tâches, mais aussi du challenge. Et ok, donc c'est très clair. Moi, je trouve que la communication, c'est vraiment super important. Mm, Et aussi la confiance que l'on a l'un envers l'autre. mhm, Par exemple, dans mon cas, j'ai totalement confiance en ma binôme. Je sais que, je me dis jamais, je vais aller regarder ce qu'elle a fait parce que est-ce que c'est bien fait ou pas. Ça a pu arriver dans d'autres cas, dans d'autres sociétés où en fait on n'avait pas le même scope entre des personnes et on fonctionne pas forcément de la même façon. Là, il y a vraiment une confiance énorme qui fait que on sait qu'on peut lâcher le sujet totalement et que la personne va nous tenir informés, va gérer ça très bien et inversement. Et je trouve que la communication et la confiance sont vraiment importants dans ce type de cas. mm, complètement. Ouais. On peut aussi imaginer, enfin, en tout cas, ce qu'on a fait nous, il y a des sujets qui, enfin, suivant les contextes, on peut être amené à passer peut-être un peu plus de temps avec nos collègues Product Marketing Manager, donc les PMM, peut-être des fois un peu plus de temps avec les data scientists, donc en fait, cette espèce de grand écart. Et je pense que des fois, il faut pas hésiter vraiment à se séparer. Et il peut y avoir des situations, voilà, où c'est vraiment, vous êtes dans des phases vraiment tendues niveau, comment dire, ouais, niveau deadline, quoi, Mm. les sprints, etc. Et il ne faut pas hésiter, voilà, à se dédoubler en disant, OK, bah, je vais aller passer du temps avec les PMM, pendant que toi, tu vas aller diguer avec les data scientists, et voilà, quoi. Mm. Et ça permet en fait, de gagner du temps pour la boîte au final, quoi. Ouais. Mm. D'être efficace à tous les niveaux, en tout cas d'intervention Ouais. qu'un PM aurait à lui tout seul, quoi. Ok, Carrément, carrément, ouais. ouais, carrément, carrément. Ok, est-ce que vous avez, enfin, quel est pour vous
l'impact au quotidien que vous voyez justement sur cette approche-là. Vous, justement, bah, on a bien compris que ça vous permettait de vous alléger, etc. Mais quels sont les sentiments que vous avez justement à l'égard de cette approche? Vous, ça vous soulage mentalement, ça vous permet de développer aussi des compétences professionnelles que vous n'avez pas eues, ça vous permet aussi de gagner sur certains sujets en leadership. Enfin, quels sont en tout cas vos ressentis par rapport à cette approche-là, personnelle? Et après, je vais peut-être vous poser la question au niveau de vos entreprises, au niveau de vos pairs ou de même votre organisation. Donc déjà, à Oui. titre personnel, voilà, qu'est-ce que ça vous procure? Quels sont les sentiments que vous avez à l'égard de ça? Euh, Je, Vas-y, Edouard. J'allais reprendre ce que tu disais sur le grand écart, justement. Je pense que l'apport personnel, c'est d'éviter le plaquage, si on reprend l'analogie. Et ces moments où on peut justement, et ça vient avec la confiance dont tu parlais, Charlotte, on peut faire complètement confiance à l'autre, ou être sûr que l'autre a confiance en nous, et aller prendre un sujet, permet de prendre ce sujet vraiment de bout en bout et d'aller suffisamment profondément dans les sujets. Parce que souvent, quand on fait trop le grand écart, on ne fait que effleurer certaines parties. On ne fait que effleurer la partie marketing, on ne fait que effleurer la partie data, et on rate des choses. On ne va pas assez au fond. Donc, je pense que ça permet de développer une vraie expertise sur les différents aspects qu'on touche. Ça, c'est pour le développement. Et puis pour l'entreprise, être sûr que les personnes qui touchent cet aspect, que la personne qui touche cet aspect, va au fond des choses et à développer une réelle expertise. Donc, c'est pas une question uniquement de confort. C'est vraiment une question c'est vraiment une question d'aller au fond des sujets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le rôle du product manager, c'est à certains égards un rôle de gestion de risque. Comment je fais mes investissements, quel est le niveau de risque que je suis prêt à accepter et bien donc savoir pour ce qu'on veut accepter comme niveau de risque, il faut aussi savoir quel risque on prend. Et savoir quel risque on prend, ça nécessite de passer du temps sur de la discovery, de passer du temps dans de la data, d'aller au bout des choses, de connaître ses utilisateurs, de connaître le comportement, etc. Et toujours dans cette idée d'aller au fond des sujets, être deux, ça permet de mieux gérer ce niveau de risque. Et puis, enfin, euh, c'est euh, c'est la disponibilité. Souvent, dans la journée d'un product manager, il y en a deux. Et on ne peut pas être disponible pour tout le monde avec qui on aimerait interagir, parce qu'il nous faut un peu de temps pour nous-mêmes. On pourrait travailler la nuit, mais les gens la nuit avec qui on bosse ne travaillent pas. Donc même si c'était soutenable pour le product manager, de toute façon, on ne peut pas voir ces gens. Et donc si on doit travailler avec les sales, et en même temps avec le marketing, et en même temps avec la data, et en même temps avec les ingénieurs, on ne peut pas se dédoubler. Être deux, c'est simplement se dédoubler et être capable d'aller travailler avec tous ces gens-là et du coup d'avoir un vrai impact. Parce que c'est bien de développer des features dans son coin. Nous, avec mon père, on est sur une partie B2B. S'il n'y a pas les commerciaux pour aller parler de votre produit aux clients, ça sert à rien. On fait juste des features dans notre coin, c'est super, mais ça reste un bac à sable et on s'amuse bien. L'objectif, c'est de maximiser le retour sur investissement. Et maximiser le retour sur investissement, ça passe par avoir ces relations-là. Ça passe par mettre le bon produit dans les bonnes mains au bon moment avec le bon pitch. Et ça demande beaucoup de disponibilité. Donc je pense que la disponibilité, c'est un grand, grand gain euh, individuellement pour chacun des PM composant la paire. Et puis, c'est un gain énorme pour l'entreprise parce qu'on est sûr que la bonne information passe au bon moment à la bonne personne. Ouais, complètement d'accord avec ces trois notions que tu as citées. Est-ce que Charlotte ou Maxime voulaient rebondir sur ce que vient de dire Edouard? Oui, enfin vas-y Charlotte, vas-y Non, rebondir. vas-y, t'étais lancé. Je prendrai la Non, suite. je pense qu'effectivement, le fait de se dédoubler,
c'est vraiment important. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, je saurais pas, voilà, mettre des indicateurs de succès dessus encore pour l'instant, mais c'est vraiment ce sentiment où il y a, voilà, vous êtes un peu pressé par temps. Il y a les sales qui poussent via les PMM, mais dans le même temps, vous êtes encore en discovery et il faut avancer là-dessus. Enfin, voyons, vraiment faire ce grand écart intellectuel. Là, ça va vachement servir en fait de se dédoubler. Et il faut bien penser à toujours rester bien synchro avec le père. Bon, bah, ça tombe sous le sens. Et aussi, ce sur quoi ça apporte, je pense, personnellement, je pense que c'est en termes de connaissances. Parce que finalement, le taf que vous auriez fait tout seul, vous auriez peut-être mis 6 mois à apprendre tout ça. Là, à deux, peut-être que vous pourriez apprendre la même chose, grosso modo, mais en 3 mois. Donc, c'est vraiment, je pense, un gain de temps. Il y a aussi le fait, bon, comme toujours, de bosser avec une personne qui travaille pas tout à fait comme vous dans les détails. Donc, ça, c'est pas mal. Qui n'a pas le même background. Enfin, en tout cas, dans ma part, on n'a pas le même background. On n'est pas dans la même. On n'a pas la même saveur en tant que PM, voilà. Lui, il va être beaucoup plus data technique que moi. Et donc en ça va être intéressant, on va pouvoir se compléter. Se compléter pas mal là-dessus, quoi. Donc je pense que ça apporte personnellement et ça apporte vraiment beaucoup à l'organisation. Parce qu'encore une fois, sans mon père, j'aurais mis, ouais, je pense, 2 fois plus de temps à coordonner, 3 fois plus de dev, en fait, aller prendre du temps avec les PMM, etc. Et comme dit Edouard, on n'a que 8 heures par jour, donc à un moment donné, voilà quoi. Voilà. Mm. Ok. De mon côté, je trouve que personnellement, ce que ça peut apporter, ben, déjà, je trouve que ça apporte à vraiment apprendre à lâcher prise parce qu'étant donné que tu laisses un sujet à quelqu'un d'autre, en fait, tu apprends aussi à lâcher prise, à faire confiance et à te dire, bon, bah voilà, on communique là-dessus, mais moi, je m'en occupe pas. Et je trouve que c'est important dans ce type de choses, de poste. Et aussi, je trouve que enfin, tu gagnes en compétences et en qualité dans ton travail. Parce que, bah, comme le disait Maxime, tu travailles pas de la même façon, tu n'as pas le même background, tu n'as pas les mêmes habitudes. Et du coup, en fait, tu n'as peut-être pas la même façon de faire. Et du coup, en fait, tu peux prendre, euh, bah, apprendre de comment fonctionne l'autre et l'utiliser et inversement et gagner en qualité dans ton travail. Je trouve aussi que ce que ça apporte, c'est peut-être, c'est des métiers qui sont quand même stressants, il y a des décisions à prendre, il y a des deadlines à suivre. Donc, je trouve que ce que ça apporte aussi, c'est que quand tu prends des décisions, en fait, tu peux en discuter avec quelqu'un qui connaît vraiment bien ceux dont tu parles. Et du coup, en fait, tu peux t'amener à te poser les questions. Donc, des fois, ça t'amène à te poser des questions auxquelles tu n'aurais pas pensé et à du coup limiter le risque. Et aussi à te dire, en fait, la décision, en fait, on l'a pris ensemble, on est tous d'accord. Et du coup, ça t'enlève un poids aussi inconsciemment de ça. Et, euh, et oui, et après, ben, le travail, je trouve qu'il est plus qualitatif parce que c'est de la co-construction. Donc, ça apporte une qualité finale qui est supérieure dans dans tout le travail fait. Ouais. Ok. Non, non, c'est très juste. Euh, et justement, par rapport à votre organisation, enfin vos organisations, comment c'est vu ce duo de pair PMing? Parce que pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas forcément répliqué à toute l'échelle de l'entreprise. Donc, comment c'est vu justement, je ne sais pas, un PMM ou un commercial qui va s'adresser à un duo ou en tout cas des fois à l'un d'entre vous? Comment c'est vécu ça? C'est plutôt apprécié ou des fois il y a des zones de flou où on se dit mais pourquoi deux? Pourquoi deux personnes? Je pense que, enfin, dans mon cas, je pense que des fois, ça peut être perturbant parce qu'ils ne savent pas exactement à qui s'adresser. Donc, des fois, en fonction de certains interlocuteurs, ils vont plus avoir l'habitude de parler à l'une ou à l'autre, donc ils vont y aller directement. Ou ils vont savoir que tu es plus lead sur un sujet, donc ils vont venir te voir plutôt que ton binôme. Ou des fois, en fait, il y a des personnes qui vont contacter les deux parce qu'ils savent que toutes les deux, on est sur le même scope.
Donc ça peut être perturbant des fois ça, mais bon, ça reste assez limité. Et, euh, et j'ai perdu mon fil, je ne sais plus. Et je voulais dire un autre. Et non, je pense que ah oui, voilà. Et en fait, je pense qu'à l'inverse, en fait, c'est plutôt vu positivement parce qu'en fait, comme je sais plus, je crois que c'est Maxime qui disait ça, qu'en fait, t'es pas toujours disponible, ou Mm. non, plutôt le soir, et que en fait, ben, ça permet que peut-être les interlocuteurs ont une réponse plus rapide à leurs questions parce qu'en fait, il y a ben, 2 fois plus de personnes pour y répondre, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et pour la question sous-jacente, comment c'est perçu dans les entreprises, je pense que c'est pareil que, que toi, Charlotte, c'est qu'en fait, souvent, les gens ne savent pas à qui s'adresser. Mm. Euh, Nous, c'est vrai que c'est pas, comment dire, on n'a vraiment pas mis de mots dessus, hein. En tout cas, dans notre boîte, on n'a pas fait de communication pour dire, regardez, machin, on fait du pair PMing. D'ailleurs, on a même dit qu'en fait, il y en avait un ou deux qui étaient plus en lead sur ce sujet précis, Mm. parce que on fait aussi autre chose à côté, etc., pour que ça simplifie justement euh, les prises de contact des gens. Après, au quotidien, même en sachant ça, bah voilà, on est contacté un peu partout. Bon, après, avec Slack, voilà, ça se fait bien. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Mais je pense que non, je pense que l'entreprise, en tout cas, est pas peut-être consciente de ça, mais en tout cas, voit que ça avance vraiment rapidement, voit les effets, en fait, je pense, est satisfaite, mais a pas mis ce mot-là, en fait, sur cette méthode, quoi, tu vois. Mm. Mm. Ok, très clair. Ok, ben, on va passer à la dernière partie. Si demain, une personne enfin, est convaincue de l'approche pair PMing et veut l'instaurer dans son organisation, dans sa boîte, quels seraient les conseils ou les points d'attention que vous donnerez à cette personne, justement, sur cette approche? Bah, je dirais un peu dans la même veine qu'Edouard tout à l'heure, ou la mienne, je dirais d'avoir l'occasion qui fait que. Mm. Parce que sans occasion, ou peut-être sans pragmatisme, ou s'il n'y a pas de situation qui fait que bah tiens, ça, regarde, ça peut être bien, on va se lancer tous les deux sur le sujet, peut-être que ça peut ne pas être compris au niveau de la hiérarchie, ou bah attends, vous allez être deux sur un sujet, moi je vais perdre du temps, enfin ça peut être vu comme ça. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir l'occasion, et quand je parle d'occasion, ça va être, est-ce que c'est un sujet qui est très large et qui implique différentes saveurs de PM, entre guillemets, est-ce que ça implique d'avoir différentes compétences au sein de l'équipe produit? Donc si oui, ça peut être intéressant d'être deux. Est-ce que le timing fait que, en fait, en 3 mois, il faut qu'on lance un produit? Bon, bah oui, bon, bah, ça peut être pas mal d'être deux. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et s'il n'y a pas ça, après, je pense que vous pouvez toujours lancer des petites initiatives en fait ad hoc, hein, sur le côté du style, voilà, je viens de faire un PRD, est-ce que ça te dit, tiens, de se prendre 30 minutes, toi, t'es mon collègue, on le review à deux. Ça, c'est même pas institutionnalisé, ça peut être un réflexe de PM, d'aller faire 30 minutes là-dessus, ou même de parler des derniers insights sur un sujet précis et de faire du pair PMing là-dessus. Je pense que faut y aller crescendo par petites itérations, et après, pas hésiter à peut-être, quand vous êtes des grosses orgas d'équipe produit où il y a plus de 20 personnes, peut-être à mettre des choses en place. Mais quand vous êtes en dessous de ce seuil-là, je pense que c'est pas mal d'y aller par opportunité, quoi. Ouais, je pense que ce serait vraiment le premier conseil. C'est on est product manager, donc un truc qu'on fait bien, c'est de se demander pourquoi. Mm. Là, c'est la même chose. On met un outil en place qui est ce pairing. Pourquoi on le met en place? Est-ce que le sujet le justifie? Est-ce que c'est pour faire monter une équipe junior en compétences? Est-ce que c'est sur un sujet précis ou est-ce que c'est sur un scope donné? Euh, Ça nous est arrivé dans mon équipe d'avoir certains sujets qui étaient partagés où on pairait, mais pas sur un scope, on pairait sur des sujets. Mm. Et ça marchait bien aussi. Donc la question, l'idée c'était d'avoir toujours un regard extérieur sur le sujet, ou en tout cas deux paires d'yeux qui regardent la même chose et donc minimiser le risque et maximiser l'impact. C'était vraiment ça le but.
Donc, pourquoi on le fait? Ça, c'est vraiment le premier conseil. Euh, et le second, c'est attention au couple conforme. Il faut que l'alchimie, ça marche. Et l'alchimie, ça marche pas toujours. Il y a des mariages de raison qui sont pas très raisonnables. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention de qui on fait travailler ensemble et toujours pourquoi on les fait travailler ensemble. Il peut y avoir aussi des alchimies qui marchent bien, mais dans certains objectifs et pas dans d'autres. Mm. Donc voilà. Donc, je pense que ça, c'est très important dans le pair PMing et dans la façon dont on le met. Et puis, pour revenir à ta question précédente, et ça fait aussi partie de ma réponse sur celle-là, c'est c'est l'incarnation auprès de l'entreprise et la justification. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un lead ou pas? Comment ce lead entre les deux incarne ce rôle de lead? Il suffit pas de le dire, il faut aussi l'incarner, il faut être reconnu comme tel. Euh, ou est-ce qu'il n'y a pas de lead et auquel cas on incarne autre chose auprès de l'entreprise. Et souvent, cette autre chose, et la raison pour laquelle l'entreprise va pousser même pour avoir ce duo, c'est comme disait Maxime, c'est l'impact qu'on délivre en un temps donné. Et donc, tant qu'on est impactant pour l'entreprise et qu'on est plus impactant à deux, le leadership se pose même pas si stratégiquement c'est un sujet qu'on veut faire avancer sur lequel on est prêt à mettre ce budget-là, se pose même pas la question puisque le sujet avance, puisqu'on a un impact, puisqu'il y a un retour sur investissement pour l'entreprise. Donc, Ouais. donc voilà, donc vraiment c'est ces points-là qui sont importants. C'est l'incarnation des rôles, qui est avec qui et pourquoi on le fait. Ouais, très juste. Je suis totalement d'accord avec le matching parce que de mon côté, c'était une de mes principales peurs avant que je commence pour la première fois. Donc moi, par chance, ça a vraiment bien matché dès la première fois. Mais ça peut être une source d'inquiétude et puis aussi contre-productif si ça fonctionne pas, quoi. Mm. Non, non. Et, ouais. Et de mon côté, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et en fait, aussi, en général, en fait, le pourquoi on le fait est très important. Et c'est bien de s'inspirer de ce qui fonctionne, ce qui a été fait ailleurs et comment ça fonctionne dans d'autres teams. Mais je pense qu'en fait, c'est bien aussi de s'adapter, de s'inspirer, mais de créer le fonctionnement qui convient à chacun. Je sais que nous, en fonction des teams dans la même entreprise, c'est pas du tout le même fonctionnement. Et, et c'est important aussi de pouvoir s'adapter. Et, euh, et l'autre chose que j'ajouterais aussi, c'est de bien se répartir les choses. Donc, communiquer, c'est important. Avoir des liens entre les deux, c'est important. Mais c'est aussi important de se répartir les choses pour ne pas faire les choses tout le temps à deux et deux fois, parce qu'en fait, on perdrait l'intérêt. Mm. Donc, c'est trouver aussi le juste milieu entre la communication, la collaboration, la co-création, qui est toutes des choses positives qui vont avec le pair PM, mais tout de même se répartir les choses. Et la communication entre beaucoup en jeu là-dedans et la documentation qui est vraiment une résultante de tout ça aussi pour que ça fonctionne bien par la suite, quoi. Ok, très clair. Ben, merci pour vos conseils et vos points d'attention. C'est très juste à ce que vous avez cité, effectivement. Donc, il nous reste un peu plus de 10 minutes et je propose qu'on passe aux questions-réponses s'il y en a. Donc, vous utilisez le chat pour ceux et celles qui sont encore connectés. Si vous avez des questions, on peut peut-être y répondre directement. Ou alors peut-être utiliser aussi le micro, hein. Il y a pas d'interdit. Vous pouvez aussi brancher les micros et les caméras. Il n'y a pas de problème. C'est peut-être plus interactif, on va dire ça comme ça. Peut-être en attendant que la première question arrive, un point qu'on n'a pas soulevé, mais que je pense
est important et on revient sur cette question de matching de couple. Mais il y a un truc qui est une citation de Thomas Pesquet que j'aime bien quand il parle de ce qui se passe dans la Station spatiale internationale. Il dit les gens qu'on envoie là-haut, c'est des gens qui reconnaissent les envies des autres et qui sont naturellement bienveillants. Et il prend l'exemple du gâteau à la cerise. Il dit si on sait qu'il y a quelqu'un qui aime beaucoup le gâteau à la cerise et que nous on aime bien, mais pas plus que ça, eh ben on lui laisse Mm. parce qu'on sait que ça lui fait plaisir. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. En tout cas, nous, c'est un truc qui est important, c'est être à l'écoute des attentes et des envies de son père. S'assurer qu'on laisse suffisamment à l'autre des choses qui le motivent intrinsèquement et qui le font grandir. Je pense que c'est quelque chose de super important. Euh, c'est pas une question de pas avoir d'ego. Mm. Moi, j'aime travailler avec des gens qui ont des gros égos. Mais c'est une question de reconnaître, c'est une question d'un peu d'empathie. Et je pense que ça, c'est très, très, très important dans tout duo et en particulier dans le monde du product management. Je pense que c'est clé dans le succès du couple. Mm. Mais je suis totalement d'accord là-dessus parce que, comme ce que je disais tout à l'heure, la répartition des sujets, en fait, elle se discute et de notre côté, elle se remet en cause régulièrement, donc pas tous les 4 matins non plus, mais ça nous arrive régulièrement de faire des points et de se répartir les sujets parce que c'est pas parce qu'en fait, tu as été lead sur un sujet expert qu'en fait, il n'y a pas un moment où t'en as un peu par-dessus la tête et que tu aimerais bien changer. Ça nous est arrivé récemment de rechanger un peu les leads sur les différents, les principaux sujets, parce que ben, ça permet justement que la collaboration sur le long terme, elle se fasse bien, parce que chacun y trouve son compte, et des fois, tu as besoin de changer d'air. Et je pense que c'est bénéfique aussi euh, pour, euh, pour l'entreprise et le produit, parce que ça t'amène un œil neuf, et ça peut être intéressant aussi. Ouais, complètement. Complètement. On l'oublie, mais ouais, ouais, c'est important aussi d'avoir de l'empathie, savoir aussi bah, considérer l'autre et ses envies. Voilà, c'est aussi, on reste quand même humain on fait du produit, mais il y a quand même une part d'humanité qui est très importante dans nos métiers. Donc, ouais, c'est tout à fait juste. Ouais, on est en collaboration, on n'est pas en concurrence entre deux. Ouais, en plus, ouais. Bah, l'idée, c'est que vous êtes ensemble sur un même sujet, que voilà, il y a un objectif, un impact, et l'idée, c'est de réussir à deux, euh, peu importe les aléas, peu importe les contraintes et les caractères, c'est un peu ça, ouais. Très juste. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions. Peut-être que ça a été très clair. En tout cas, bah, je vous remercie encore une fois bah, à vous trois Avis d'avoir contre-point. partagé. Comment? Ah, il y en a une. Ah, pardon. Laisse minute. Gareth qui dit j'avais des questions sur les vigilances possibles, notamment sur le gain de temps, disponibilité. Est-ce qu'à votre échelle, votre vécu dans cette disposition, vous observez que votre succès en gain de disponibilité est parfois réduit? Et on en revient au début avec un manque de disponibilité. Bah, non, c'est un bon point. Bah, je pense qu'après, oui, il faut. Enfin, en tout cas, dans mon exemple, il y a des fois où effectivement, vous pouvez vous dire, OK, on fait toutes les réunions, on est tous les deux. Il y a peut-être à un moment donné où ça aura peut-être un peu moins de sens d'être là à deux. Mm, Donc oui, faut être vigilant là-dessus. C'est vrai que surtout sur des meetings, j'ai en tête, on va dire, de suivi sur des sujets avec les devs, une espèce de weekly, un truc, voilà, effectivement, on n'a peut-être pas forcément besoin d'être deux, mais à la fois, c'est pas facile dans le sens où si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas les infos, et après, il faut que l'autre PM perde du temps à vous filer les infos. C'est pas forcément, c'est pas forcément simple. Je pense que faut faire quand même pas mal d'asynchrone et accepter que effectivement les meetings vont se faire à deux. Euh, voilà. Après, niveau manque de dispo, bah, en fait, ça peut être un inconvénient et un avantage dans le sens où quand vous êtes deux, bah, ok, il y aura forcément un des deux en fait qui est moins dispo pour faire telle activité où il y a besoin d'être.
bon, bah là, vous pourrez vous dédoubler. Enfin, moi, typiquement, c'est ce qu'on a fait encore la semaine dernière. On s'est dédoublé à un moment donné où on avait une interview utilisateur versus un meeting interne avec des gros stakeholders. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, on se split. Donc là, clairement, gain de temps, quoi. Gain Mm. de temps parce que l'entretien utilisateur, bah, clairement, il l'attend pas. Le meeting avec ta CMO ou ton C-level, je sais pas quoi, pareil, ça attend pas, quoi. Donc, c'est le genre de meeting que si tu décales, tu prends 2 semaines. Mm. Voilà, parce que les clients, t'es en B2B, les mecs, ils sont occupés. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un gain, c'est un gain de temps, mais voilà, faut être pragmatique et vérifier ça à chaque opportunité, quoi. Ouais. J'ai l'impression aussi que c'est plutôt un gain de temps parce qu'au final, tu vas pouvoir étudier plus de choses, produire plus de choses parce qu'en fait, t'es deux. Et après, sur tous les meetings, en fait, c'est là où il faut pas toujours faire les choses à deux. Et c'est là aussi où bah, justement le lâcher prise est important parce qu'en fait, nous, ça nous arrive régulièrement de nous dispatcher les meetings dans la semaine en se disant, bon, bah, va celui-ci, moi je vais à celui-là, et on se tient au courant. Quand on se tient au courant des meetings, en général, soit il y a un CR, soit des fois, en fait, il suffit d'une phrase pour résumer ce qui en est ressorti, parce qu'il y a eu des longues discussions pour en arriver là, mais la conclusion, elle se fait en une phrase. Et en fait, Ouais, une c'est phrase sur Slack, ça suffit. Et le lâcher prise, parce qu'en fait, tu es OK de te dire que il y a certains sujets où, en fait, parce que tu n'es pas allé au meeting ou parce que c'est ton binôme qui est plus là-dessus, bah, tu connais pas tous les détails, mais tu connais les principales informations que tu as besoin de connaître. Et en fait, à ton niveau, ça suffit pour le moment, quoi. Mm. Ouais. Ouais, tout à fait. Je pense que effectivement, faut pas hésiter à. Après, le petit downside, c'est qu'effectivement, quand vous êtes deux, vous pouvez avoir un. Je pense que c'est un peu ce que tu m'as Charlotte, c'est un peu le. Ah ouais, mais si je suis pas là, j'ai pas avoir les infos. Ouais, mais j'ai envie d'être Mm. là. Il y a un peu de l'émotion en fait qui rentre en ligne de compte. Ah ouais, mais j'ai vraiment envie d'être là parce que le meeting est trop cool. Enfin, moi, je sais que j'ai eu un exemple avec les interviews utilisateurs où voilà, j'avais dit à mon père, bah écoute, non, non, mais c'est cool, je lead le truc avec les designers, machin, et puis on y va, et toi, tu fais autre chose et tout. Il me dit, ouais, je peux pas vraiment m'incruster juste comme ça pour écouter, mais je dis, mais de toute façon, on va enregistrer le meeting. De toute Bon, façon, après, donc, souvent, quand tu enregistres, tu regardes pas trop derrière parce que mais tu as. c'est ça le En truc, vrai, c'est nous, que dans ces cas-là, par exemple, on a des popcorn time où en fait, tu en as un qui lead les interviews utilisateurs. Et Mm. après, on envoie l'invitation à un groupe beaucoup plus large qui peut juste regarder quand il a le temps. Du coup, des fois, tu Ouais, regardes voilà, ouais. l'interview, tu n'en regardes qu'une, mais bon, c'est déjà sympa. Ou tu Ouais, regardes que ouais, la moitié. c'est clair, tout à fait. Ouais. Je pense il faut accepter de pas être au courant de tout. C'est pas pour rien qu'on est deux. C'est vrai. Euh, D'où l'importance de la confiance, d'où l'importance de la communication. On y revient toujours. Être capable de synthétiser les activités qu'on a eues seules de manière à mettre l'autre up-to-date avec le bon niveau d'information, mais pas non plus le surcharger. Il faut passer cette peur de rater quelque chose. On va rater quelque chose. Vous allez rater quelque chose si vous mettez ça en place. Euh, mais parce que vous avez confiance en l'autre, vous savez que l'équipe, elle, ne va pas rater quelque chose. Donc ça, c'est la partie importante. Et puis c'est un peu comme le pair programming chez les ingénieurs, c'est-à-dire que il y a des moments où on est deux derrière un seul clavier parce qu'on a besoin d'un gros focus, on a besoin d'un moment à deux. Et puis il y a des moments, une review est largement suffisante. Et il y a même des moments où on fait des choses tout seul et on dit juste, tiens, j'ai fait ce petit truc, j'ai fait ce petit truc de mon côté, je te tiens au courant. Donc effectivement, il y a un risque. Je pense que c'est un risque qui existe et qui doit se matérialiser assez souvent. Le fait d'avoir ce manque de dispo parce qu'on double tout et il faut accepter de rater des choses. Il faut accepter de ne pas être au courant de tout. Et c'est pas pour rien qu'on est deux. C'est clair. Malheureusement, on va pas pouvoir répondre à la dernière question, Gareth. Il nous reste un peu moins d'une minute. Mais en tout cas, c'était très intéressant de répondre à cette dernière question, effectivement, de l'équilibre, justement, de disponibilité,
aussi la prise de recul et le fait d'accepter qu'on est deux, et c'est pas pour rien qu'on est deux. En tout cas, je voulais terminer sur cette bonne note et je vous remercie en tout cas tous les trois d'avoir contribué et d'avoir partagé votre expérience sur cette approche-là. Et merci aussi aux personnes qui ont participé. Et donc, du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à bientôt. Voilà. Merci Hamza. Merci à vous. Merci, Hamza. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bye.